Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Il ne briguera finalement pas de troisième mandat. Dans un discours à la nation donné ce 3 juillet, le président sénégalais Macky Sall a déclaré qu'il ne présentera pas sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Les spéculations autour de son hypothétique candidature avaient alimenté les tensions dans le pays. Et après ce discours scruté de près par les Sénégalais, quelles sont leurs réactions? Bara Ndiaye, entrepreneur et représentant de la diaspora sénégalaise, est avec nous pour en parler. Et puis les sélections africaines se préparent à l'approche de la Coupe du monde féminine de football qui s'ouvre ce 20 juillet. Le Nigeria, l'Afrique du Sud ou encore la Zambie sont entre autres dans la course. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, il a mis fin au suspense après des mois de silence au Sénégal. Le président Macky Sall a déclaré qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de février 2024. Une annonce faite ce lundi 3 juillet lors d'un discours à la nation. Jusqu'ici, le dirigeant entretenait le doute sur ses intentions de briguer un troisième mandat. Un doute qui lui a valu de nombreuses critiques de la part de l'opposition, notamment. Écoutons-le. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchi, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1 C 2016 du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouve de plus en plus ses marques. Et le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagée dans l'action pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Bara Ndiaye, entrepreneur et représentant de la diaspora sénégalaise. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une réaction d'abord par rapport à ce discours. Est-ce que vous vous y attendiez ? Alors, je suis à moitié surpris, mais c'était quelque chose de prévisible parce que le président Macky Sall, comme vous le savez, il a fait 2 mandats, il a été président de l'UA. Je pense que c'est une personnalité aguerrie, il maîtrise ce qu'il fait et comme vous le savez récemment, il y a eu beaucoup d'effusions de sang, notamment par rapport à la jeunesse dont je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont été impactées. Je pense que le président a pris la mesure de la situation, il a réfléchi et peut-être même qu'il a dû changer de conseiller parce qu'avant, je pense que ses conseillers ne le menaient pas vers le bon chemin en tout cas. Et il a pris la décision de la sagesse qui pourra permettre au Sénégal d'avancer comme on l'a toujours connu avec une logique de président qui se changeait par scrutin de Senghor à Abdou Diouf en passant par Abdoulaye Wade. Je pense que c'est une sage décision de renoncer à ce troisième mandat, effectivement. Donc on peut dire que c'était un geste d'apaisement, surtout après ce qui s'est passé après la condamnation d'Ousmane Sonko. Effectivement, c'est un geste d'apaisement, non seulement après la condamnation d'Ousmane Sonko, mais aussi pour que la paix puisse exister et perdurer dans ce Sénégal qu'on a tous connu, qui est un modèle démocratique. Je pense que le président a pris la bonne décision et la sage décision qui pourra nous mener vers un scrutin démocratique, libre, transparent et apaisé. Justement, le leader du PASTEF avait appelé ses partisans à sortir massivement avant le discours de Macky Sall. Est-ce que vous pensez que ça va permettre d'apaiser un peu les tensions ?
Ça va permettre d'apaiser. Du coup, on va dire, il a pris le contre-pied du leader du PASTEF aujourd'hui en prenant cette décision. Mais il ne faut pas oublier aussi que si on prend un peu de recul, lui-même avait appelé à descendre dans la rue lorsque Abdoulaye Wade était là et qui voulait installer une monarchie au Sénégal en voulant positionner son fils Karim Wade à l'époque. Donc, ils sont tous dans la même logique de politique politicienne. Heureusement, comme les événements récents ont montré que le Sénégal ne doit pas montrer un autre visage que le visage de la paix, le visage de la démocratie, les présidents ont pris la sage décision. L'heure est donc au bilan pour le président Macky Sall. Que retenez-vous de ces deux mandats présidentiels? Alors, ces deux mandats présidentiels, c'est une question intéressante que vous posez là. Pour moi, c'est mitigé. C'est mitigé. Le président Macky Sall a fait des travaux qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Il a mis en place des infrastructures, il a mis en place des moyens de transport, il a mis en place ce qu'on appelle les bourses de sécurité familiale pour les personnes nécessiteuses, l'équivalent d'une sorte de RSA, mais pour les personnes qui vivent en zone rurale. Il a mis en place ce qu'on appelle aussi les PRODAC, les programmes de domaine agricole communautaire. Et tout ça, ça s'est géré. Ça s'est géré. Alors, bien ou mal, en tout cas, on ne peut pas mesurer aujourd'hui ce bilan-là. Mais c'est des initiatives et c'est des choses qu'il a mis, en tout cas, en œuvre. Notamment le fameux TR, avec les dépenses un peu exorbitante. C'est pour ça que je me permets de dire que les bilans est mitigé, parce que TR, c'est bien, BRT, c'est bien, toutes ces infrastructures, tous ces moyens de transport innovants, adaptés bien sûr au monde actuel, mais à quel coût? Est-ce que c'était des priorités par rapport aux besoins de la jeunesse qui est descendue massivement, comme vous l'avez vu lors des récentes émeutes? C'est ça la question qu'on se pose, parce que le président Macky Sall est un homme d'État aguerri. Il a occupé plusieurs fonctions. Il a été ministre, il a été directeur de Petrosen à l'époque, la société qui exploite le pétrole au Sénégal. Il a été président de l'Assemblée nationale et il a été président. Donc il connaît bien le rouage de l'ensemble du système. Ça, c'est une chose, c'est de la politique, c'est de la maturité administrative et institutionnelle. Par contre, les besoins de la jeunesse aujourd'hui. Quels sont-ils justement aujourd'hui au Sénégal? C'est très simple, c'est de la formation et de l'emploi. On ne peut pas se permettre d'être une nation dont 70% de la population a moins de 35 ans et le taux de chômage est l'un des plus élevés dans la sous-région. On ne peut pas se permettre d'avoir 700 km de côtes maritimes sans pour autant développer le tourisme qui permettra non seulement de visiter le Sénégal, faire des rentrées de devises, mais de créer de l'emploi, notamment de l'emploi pas intellectuel mais manuel. Mais justement, tous les projets d'infrastructure qui ont été annoncés, ça permet aussi de créer de l'emploi. Quelque part. Alors, il y a deux volets dans la création d'emplois, comme vous le savez, madame. C'est-à-dire que on peut créer de l'emploi pour la jeunesse, mais aussi on peut permettre à des entrepreneurs sénégalais d'être des champions en Afrique. Pourquoi donner tous ces marchés-là à des compagnies étrangères, même si elles ont autant d'expérience, même si elles remplissent le cahier des charges, même si elles remplissent les normes? Il faut privilégier des entreprises et des entrepreneurs sénégalais et demander à ces entrepreneurs sénégalais-là de s'appuyer sur des partenaires étrangers. Et du coup, là, on crée des golden entrepreneurs, on crée des champions en Afrique. Et là, on va émerger, sans aucun doute. Mais on ne peut pas donner les gros marchés à des entreprises étrangères pour qu'elles sous-traitent avec les entreprises sénégalaises, sans pour autant suivre par rapport à ce qu'on appelle juste le partage de connaissances ou le retour d'expérience, pour que ces entreprises-là puissent monter en compétences et être autonomes dans le futur. Au niveau du plan Sénégal émergent qui a été lancé, avez-vous constaté des avancées ? Alors, effectivement, les avancées sur la partie infrastructure, comme je l'ai dit, mobilité urbaine, ça avance. Mais alors, le Sénégal émergent, c'est pas que ça. Vous savez, on a découvert du pétrole en grande quantité et du gaz en grande quantité. La jeunesse, elle est attentiste aujourd'hui. Elle veut quelque chose de palpable, de concret. La jeunesse ne peut pas attendre, malheureusement, comme le souhaitait le président Macky Sall, avec toute sa bonne volonté, 2035. 2035, on passe dans une autre génération. C'est actuellement qu'on veut des choses concrètes, qu'on veut des partenaires étrangers qui viennent former des Sénégalais, qui viennent commencer à entreprendre, qui viennent en tout cas mobiliser cette émission-là économique pour que cette jeunesse, au lieu d'être en colère, se dise « Voilà, je me lève le matin, je suis capable de faire quelque chose, je ramène quelque chose le soir à la maison. » Mais la jeunesse sénégalaise, elle est en train de boire du thé devant les portes de la maison et de s'entraîner sur les plages parce que pour occuper son temps. Et ce n'est pas ça l'objectif. Il faut des formations. Il faut inviter, par exemple, moi qui suis dans le numérique et le digital, où je fais des conseils, et je rencontre quand même les grands groupes, les GAFAM aujourd'hui, d'accord, Google, Apple, Microsoft et compagnie. Il y a le Sénégal numérique, bien sûr. Mais il faut pousser ces mastodontes-là du digital à venir s'installer au Sénégal, moyennant des baisses de TVA, à créer des filiales, à créer des sous-marques chez nous, à faire de la formation. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Chacun
prêche pour sa paroisse, ça c'était mon domaine. Mais pour le reste, comme je l'ai dit, il y a des mines aujourd'hui au Sénégal, il y a du gaz, tout le monde ne peut pas travailler dans le gaz ni dans le pétrole, mais il faut que ces entreprises-là qui ont gagné les marchés commencent à poser des pierres dans la partie, on va dire, ESG, environnement, social et gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'impliquent dans le social déjà, et qu'ils commencent à construire des écoles, des routes, des ponts, et tout ce qui est nécessaire. Dans d'autres projets, on va revenir au discours du président. Il a déclaré que le Sénégal est, je cite, rempli de leaders capables de pousser le pays vers l'émergence. Selon vous, à qui fait-il référence? Qui pourrait être le candidat de la coalition présidentielle pour le scrutin? Effectivement, alors là, ça devient intéressant parce qu'on rentre dans le domaine purement politique. Vous savez, au Sénégal, c'est une multitude d'intelligences. L'intelligence, elle est plurielle, avec des hommes capables, hommes avec H majuscule bien sûr, des hommes capables de le faire, et des femmes capables de diriger le Sénégal. Pourquoi pas tenter même l'expérience d'une femme? Moi je serais ouvert à ça, parce que c'est ça l'ouverture dans le monde aujourd'hui. Moi je ne suis pas naïf, parce que je sais qu'il y a des exigences culturelles en Afrique aussi qui font qu'il y a du chemin à faire pour que les femmes prennent leur place. Il y a quand même une loi qui a été adoptée pour la parité en 2010. Exactement, et certains pays comme l'Éthiopie, je pense, et le Rwanda, ils jouent le jeu. J'espère que le Sénégal va suivre en tout cas cette démarche-là. Donc ces hommes et ces femmes qui sont capables de diriger le Sénégal, il y a les membres de la coalition du président Benno Bokk Yakaar, il y a les membres du mouvement M24, il y a aussi l'opposition, il y a Ousmane Sonko, qui est aussi exactement leader du PASTEF, dont l'issue actuellement il a été condamné, mais il est toujours chez lui. Donc cette ambiguïté-là, il faut que ça se lève aussi rapidement pour qu'on puisse se projeter de façon apaisée et de façon responsable pour aller vers des élections, parce que nous sommes quand même un miroir de l'Afrique, il faut qu'on continue à l'être. Merci beaucoup Baram Ndiaye d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et représentant de la diaspora sénégalaise. Merci beaucoup. Et on reste au Sénégal où parallèlement des avancées ont été réalisées en termes de représentation des femmes dans la sphère politique et des avancées qui découlent notamment de la loi sur la parité adoptée en mai 2010. À l'Assemblée nationale par exemple, environ 48% des sièges sont occupés par des femmes, mais d'importants défis doivent encore être relevés dans la mesure où dans un classement établi par les Nations Unies sur l'égalité des genres, le Sénégal se positionne au 130e rang sur 189. Les précisions de Marcel Kouassi. Au Sénégal, l'émancipation et l'inclusion des femmes font partie des défis majeurs au processus de développement de cet État ouest-africain. Ces dernières années, le Sénégal a réalisé des progrès majeurs dans l'élargissement de l'accès des femmes à l'éducation. Selon les statistiques, le taux d'achèvement chez les filles a augmenté à 65%, contre 55% chez les garçons sur la période 2016-2020. Selon l'ex-première ministre du Sénégal, l'émancipation des femmes au Sénégal passe inévitablement par l'éducation. Je prends un pays comme le mien, le Sénégal. À l'examen d'entrée en 6e cette année et depuis 2 ans, il y a plus de filles qui passent le concours d'entrée en 6e que de garçons. Pourtant, il y a autant de garçons que de filles dans le pays. C'est extraordinaire parce que moi, quand je commençais l'école, je crois que les filles étaient scolarisées peut-être à 20%. Et qu'aujourd'hui, elles constituent plus de la moitié des effectifs, ça veut dire que beaucoup de progrès ont été faits, notamment au niveau des mentalités, au niveau des infrastructures, etc. Et ça, c'est un progrès fondamental, parce que je considère que l'émancipation commence par l'éducation. C'est très, très important. Concernant les droits politiques des femmes au Sénégal, des avancées ont été faites, situant ainsi le nombre de femmes élues au Parlement sénégalais à 48% en 2022, contre 22% en 2009. L'ex-première ministre apporte des précisions. Au Sénégal, tous les postes électifs de droits et d'obligations, c'est du 50%, 50%. À l'Assemblée nationale, les femmes sénégalaises représentent 48%, parce qu'il y a des partis qui ont eu seulement un seul député, et généralement c'est un homme. Il reste le grand... Bon, et d'ailleurs, il faut également avancer vers la parité sur les postes nominatifs. Parce qu'autant le Sénégal, vous avez une parité à l'Assemblée nationale sur les postes élus parce que c'est une exigence de la loi, autant malheureusement dans le dernier gouvernement, la portion et la proportion des femmes s'est effondrée. Donc il faut une loi qui rende obligatoire que le gouvernement soit fait à 50% de femmes, 50% d'hommes, et que pour tous les postes nominatifs, que ce soit le cas dans les conseils d'administration, etc.
Ça, c'est important. Et c'est la loi qui peut le fixer. Donc, même dans ce domaine-là, de la participation, il y a des progrès à faire. Depuis son accès à l'indépendance, le Sénégal se veut être un État dans lequel l'égalité hommes et femmes est codifiée, un État dans lequel les valeurs démocratiques telles que la liberté d'expression, l'égalité de chance, l'égal accès aux emplois civils et militaires, l'égal accès aux besoins fondamentaux prennent en compte l'aspect de ces libertés associées aux femmes. Le Gabon abritait le 1er juillet la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. En marge de ce rendez-vous, le Gabon et la Centrafrique ont scellé le 1er juillet un accord de coopération militaire, un partenariat signé en présence du président gabonais Ali Bongo Ondimba et de son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Cet accord prévoit notamment des exercices militaires conjoints ainsi que des échanges d'expertise. Marie-Raphaël Antolo. En marge de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, tenue à Libreville au Gabon le 1er juillet 2023, les ministres de la Défense du Gabon félicités Ongouri Ngoubili et de la République centrafricaine Ramo Claude Biro ont signé un accord de coopération militaire. Cet accord vise à renforcer les capacités des forces armées des deux pays et à favoriser une coopération étroite en matière de sécurité régionale. Lorsque nous avons des frontières voisines, lorsque nous sommes des pays voisins et lorsque nous appartenons à la même sous-région, évidemment, on a intérêt d'abord à commencer par coopérer pour protéger l'un comme l'autre parce que les frontières sont voisines et nous partageons les mêmes réalités. D'après le classement 2023 des puissances militaires mondiales établi par le Global Firepower, site américain spécialisé dans les questions de la défense, le Gabon et la Centrafrique font partie des 135 puissances militaires modernes dans le monde. Ainsi, cette coopération est initiée afin de permettre aux deux pays de se soutenir en ce qui concerne la défense de leurs deux pays respectifs. Cet accord intervient d'ailleurs après plusieurs mois de négociations. Ça aura un impact, ça aura une incidence positive. Et ça, c'est ce que nous souhaitons sur la stabilité, la sécurité dans la sous-région CEMAC et surtout pour ces pays-là en particulier. Selon les autorités gabonaises, cet accord de coopération militaire entre le Gabon et la République centrafricaine ouvre la voie à une collaboration renforcée dans le domaine de la défense, incluant des échanges d'expertise, de formations conjointes ainsi que des opérations et exercices militaires communs. Pour la présidence centrafricaine, cet accord avec le Gabon vient renforcer les rapports et témoigne de l'engagement des deux nations à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Un mot de sport à présent avec un point sur le mondial féminin de football qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande de juillet à août. Pour cette compétition, l'Afrique sera représentée par plusieurs nations, dont l'Afrique du Sud et le Nigeria. Les Super Falcons qui logent dans le groupe B seront notamment face aux Australiennes. On fait le point avec José Douglas. Une Coupe du monde féminine de football qui aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous allons voir ensemble quelles sont les chances de nos équipes. D'abord, le Nigeria, pensionnaire du groupe B avec l'Australie, le Canada et l'Irlande. Le Nigeria qui a remporté la CAN féminine à 11 reprises en 13 éditions depuis 1991. Les Nigérianes n'ont jamais raté la Coupe du monde et totalisent donc 9 participations en 2023. C'est la seule équipe africaine à avoir accédé au quart de finale de la compétition mondiale en 1999. Les Super Falcons compteront sur leurs stars comme Rachida Ajibade ou encore Aziza Oshoala. La Zambie figure dans le groupe C avec Costa Rica, Japon et Espagne. Une première pour la Zambie et pour y parvenir, les Cooper Queens ont affronté le Sénégal en quart de finale. Elles ont dû passer par les tirs au but pour l'emporter. Les Zambiennes compteront sur Avel Chitundu pour aller le plus loin possible dans la compétition. Par la grâce de Dieu, j'ai un rêve qui se réalise. Je n'imagine même pas dans quel état doivent être mes parents restés au pays. Je pense qu'ils sont si fiers de nous, comme nous le sommes de nous-mêmes. Le groupe D avec l'Afrique du Sud qui aura comme adversaire l'Argentine, l'Italie, la Suède et disputera sa deuxième Coupe du Monde après France 2019 où elle n'a pas passé la phase de groupe. Le Maroc à présent dans le groupe H avec la Colombie, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Maroc pays hôte de la dernière CAN,
Avec ses 4 victoires en 4 matchs, première participation à cette Coupe du Monde féminine, et les filles entraînées par Reynal Pedros depuis 2021 miseront tout sur Chislan Chebak, une des grandes révélations de l'équipe. Le Maroc est une terre de foot, c'est une certitude. Ça a longtemps été une terre de foot pour le foot masculin. Il faut que ça le devienne pour le foot féminin. L'objectif, c'est de pérenniser le football féminin. Si on arrive à avoir l'équipe du Maroc régulièrement à la CAN et à la Coupe du Monde, je pense que ce sera une réussite. Enfin, sachez que le titre de champion du monde féminin de football est détenu par les États-Unis depuis 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.